Alors, je vous propose de démarrer ce Mhm. webinaire. Un très grand merci à tous les participants, en particulier à Angers 154 et tous les autres. Un grand merci aux intervenants que je vais très brièvement présenter. Donc, moi, je suis Michel Salem Sermanet. Je suis un des fondateurs de l'association Alumni for the Planet, qui a été fondée il y a un peu plus de 5 ans et qui coopère avec de nombreuses associations d'alumni, en particulier la SOS, euh, pour ceux qui ne sont pas familiers, parce qu'il n'y a pas que des gazards autour de la table. Donc la SOS est l'association d'alumni des arts et métiers, une association d'alumni très dynamique avec un grand nombre d'alumni. Et si nous coopérons avec des associations d'alumni systématiquement dans l'organisation des webinaires, c'est pour que ces associations puissent diffuser à grande échelle auprès de leurs membres. Euh, voilà l'invitation pour ces webinaires pour que nous puissions toucher le maximum d'alumni. Alors, pourquoi nous faisons ça? Je rappelle là, très rapidement l'objectif d'Alumni for the Planet et du coup de ce webinaire. Notre objectif est d'accompagner les nombreux alumni prioritairement en activité, donc qui voudraient s'investir de façon concrète pour aider à transformer leur organisation, leur entreprise de l'intérieur, parce qu'ils sont sensibilisés aux enjeux du climat et de l'environnement, mais qui ne savent pas exactement comment s'y prendre, ou parfois qui pensent qu'ils n'ont pas la légitimité ou la compétence pour s'investir au-delà de leur fiche de poste et aider à transformer leur entreprise de l'intérieur. Donc, on entend parfois des déclarations assez, assez fortes de certaines personnes qui disent si ça continue, moi je quitte l'entreprise. Alors, ça peut être une bonne décision, mais si tout le monde quitte son entreprise, vous voyez, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Il faut aussi, pour la plupart, considérer que les entreprises, évidemment, font partie de la solution, entreprises au sens large, hein, y compris organisations publiques, mais si elles font partie de la solution, ça veut dire qu'elles vont pouvoir se transformer assez rapidement pour être vraiment des entreprises régénératives, hein, comme on les appelle, en tout cas des entreprises qui contribuent, hein, à adresser ces enjeux fondamentaux, climat et environnement. Mais pour ce faire, il faut accompagner ces nombreux salariés, donc de plus en plus nombreux, qui sont sensibilisés à ces enjeux, mais qui ne savent pas comment agir de l'intérieur. Voilà. Et c'est ça notre vocation. Et comment on le fait? On le fait très concrètement en organisant ces webinaires lors desquels nous témoignent des personnes qui sont en train justement de contribuer à transformer leur entreprise. Et c'est ce que nous avons le plaisir de proposer aujourd'hui avec deux témoignages à la fois d'un dirigeant d'entreprise, Laurent Bizien, et d'un salarié, Loïc Courret, qui ont le point commun d'avoir tous les deux suivi récemment le parcours Convention des entreprises pour le climat, donc un parcours CEC, et en particulier le parcours CEC Industrie. Et vous allez voir à quel point cette action qui consiste pour un dirigeant et un salarié, parce que c'est en binôme, le salarié s'appelle le Planet Champion, donc vous allez voir à quel point ça transforme une entreprise. Dans les deux cas, beaucoup d'actions étaient engagées, mais évidemment, ça rend dynamique, hein, ces actions, et ça accélère la transformation des entreprises. Donc, nous aurons également l'intervention de Sylvie, qui va en quelque sorte planter le décor avant l'intervention de Laurent et Loïc pour vous mettre tous au bon niveau d'information et vous expliquer c'est quoi la CEC. Voilà. Donc, si je, si je conclus sur l'objectif du webinaire, vous voyez que c'est un webinaire qui n'est pas un webinaire d'information. On ne veut pas vous parler d'une thématique, d'une solution, on ne veut pas vous parler de ce que fait telle entreprise. On veut vous montrer qu'il est possible, pas toujours facile, mais qu'il est possible pour vous, pour tous les participants autour de la table, parce que chacun, quel que soit votre niveau de responsabilité, quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez, vous pouvez un jour décider de vous engager et d'aider votre entreprise à se transformer. Et on veut vous montrer que c'est possible, pas en
en vous expliquant de façon théorique pourquoi c'est important, pourquoi c'est possible, mais en faisant, encore une fois, comme je l'ai dit, témoigner des personnes qui sont en train de le faire. C'est ce que nous faisons depuis 5 ans. Nous avons fait des dizaines et des dizaines de webinaires et on constate qu'il y a un réel impact. C'est une sorte de démonstration par le témoignage, par la force du témoignage. Et quand je parle d'impact, je voudrais vous indiquer que nos principaux, principaux financeurs qui sont publics, qui sont l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, nous demandent de mesurer l'impact de nos webinaires en termes d'incitation, d'inspiration au passage à l'action. Et c'est pourquoi nous vous demanderons de bien vouloir passer 2, 3 minutes vers la fin du webinaire, hein, donc on va dire vers 19h15, à renseigner un petit questionnaire très très simple pour que nous puissions évaluer si vous avez, suite à ce webinaire, l'intention finalement d'engager une action. Et il y a plusieurs types d'actions qu'il est possible évidemment d'engager, qui vous seront indiquées dans le questionnaire. Voilà. Euh, un dernier point, vous avez la possibilité pour chaque intervention, vous aurez la possibilité non pas de dialoguer directement avec les intervenants, ça serait trop complexe, mais via le chat de poser des questions. Donc n'hésitez pas. Avec Florian, qui est notre chef de projet au sein d'Alumni for the Planet, nous recueillerons les questions peut-être très prioritaires ou toutes les questions si on a le temps pour les poser aux différents intervenants. Mhm. Voilà, donc je lance tout de suite la première intervention. Je remercie une nouvelle fois la SOS d'avoir co-organisé ce webinaire avec nous. Et donc je passe la parole à Sylvie. Je précise que Simon Guillaume, qui est là également, et Tamara Naon, qui n'est pas là parce qu'elle est à l'autre bout du monde, ont également fortement contribué à la préparation de ce webinaire. Donc, on a vraiment des personnes très actives au sein de la SOS. Hein. Je les en remercie beaucoup. Donc, je passe tout de suite la parole à Sylvie Noria-Noguer qui va dire un petit mot aussi d'accueil pour la SOS et qui va ensuite se présenter rapidement, puis nous expliquer qu'est-ce que la CEC et en quoi ça peut vraiment contribuer à transformer une entreprise. Merci d'avance, Sylvie. Je te passe la parole. Merci Michel, je suis vraiment contente d'être là avec vous tous et avec toi pour ce webinaire. On revient avec justement Loïc, Laurent, Simon de la session d'envol de la CEC Industrie qui a eu lieu lundi dernier à Paris. Une session Convention des entreprises pour le climat, industrie au pluriel, qui a été réalisée en partenariat avec Arts et Métiers Paris Tech, avec l'ANSAM, Arts et Métiers Alumni, pardon. Mais Laurent Champanet était là en tant que parrain, ainsi que Stéphane Gors, le président de l'association. Peut-être en quelques mots, effectivement, moi j'ai été coach pour la Convention des entreprises pour le climat, pour le parcours national en 2021-2022, pour le parcours Bourgogne-Franche-Comté en 2022-2023, et je suis intervenue à la CEC Industrie. Et avant ça, j'ai été pendant 15 ans responsable consultante RSE et développement durable. Et je dirais que peut-être ce qui est intéressant dans ce parcours, mais ce sera super intéressant d'entendre les témoignages de Loïc et Laurent, c'est qu'on ne parle plus d'amélioration continue. Peut-être pour les anciens, vous vous souvenez qu'on parlait de la RSE à la papa et c'était l'amélioration continue. On essayait de limiter la casse et on voit avec les limites planétaires qu'on n'aura pas le temps, ce ne sera pas juste une solution de juste réduire les impacts. Il faudra aller plus loin. Et c'est ce que propose le parcours COC que je vais vous présenter en quelques slides. Et je voulais aussi honorer la présence de Pierre-Philippe, qui était un des pilotes, un des copilotes de cette CEC Industrie. Donc, bienvenue à toi, Pierre-Philippe. Et vraiment bravo parce qu'il y avait une très belle énergie dans cette salle qui s'est passée. La soirée s'est passée au 151 boulevard de l'Hôpital. Donc, rapidement, la CEC, qu'est-ce que c'est? Peut-être plusieurs d'entre vous en ont entendu parler. Hein. Euh, comment agir en tant que chef d'entreprise et salarié pour l'entreprise régénérative? C'est une association d'intérêt général qui a été fondée par Éric Duverger et Yannick Servant en 2021. Éric Duverger est un ancien manager de Michelin qui s'est dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et du coup, il a quitté son poste et il a monté quelque chose qui ressemblait à rien, qui était simplement inspiré de la Convention citoyenne pour le climat, en se disant on va inviter 150 entreprises et on va les faire passer
par un processus similaire à ce qui a été fait pour la des citoyens, Convention citoyenne pour le climat. Et donc, peu à peu, donc, je vais vous montrer un petit peu, il y a eu plusieurs développements. La mission de la CEC, c'est de rendre irrésistible la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative avant 2030. C'est vraiment là que on passe du Plan Do, Check Act, amélioration continue, à une vraie transformation, économie circulaire, mais aussi d'autres choses. Donc, comment en gros, changer de blueprint, quoi, changer de modèle d'affaires pour être pas simplement dans une logique linéaire extractive, mais dans une logique régénérative. Et la CEC propose des parcours transformants pour les dirigeants, pour les aider à redessiner leur modèle d'affaires dans les limites planétaires. Je vais y revenir. Donc, les quelques points, c'est un programme qui est sur 10 mois. Donc, ce n'est pas simplement 2 jours d'atelier et ensuite vous allez changer votre modèle d'affaires. Non, c'est sur 10 mois avec 6 sessions de 2 jours et demi à peu près. Donc, ça veut dire qu'il y a un suivi entre ces sessions. Il y a des intersessions, des séances de co-développement. Enfin bref, c'est vraiment un parcours d'accompagnement de près. C'est une pédagogie qui est basée pas simplement sur la tête, connaître les impacts, connaître les effets, mais aussi le ressenti corporel et émotionnel et le partage de ces émotions. Alors ça peut paraître bizarre, mais moi je peux vous dire que dans les 2 ou 3 parcours que j'ai visités, j'ai vu des dirigeants pleurer en fait devant le constat. Mais pas en rester là, attention, hein, il ne s'agit pas simplement de rester dans l'abattement, mais partager leurs émotions pour retrouver un nouvel élan avec leur planète championne, avec les autres pour avancer. Donc les émotions, en latin, émotion, et movere, c'est ce qui nous met en mouvement. Donc finalement, pourquoi s'en priver, surtout quand il y a vraiment un nouveau mouvement à donner. La pédagogie de la CEC, elle est aussi basée sur une transformation d'abord personnelle, individuelle, les dirigeants qui sont là pour en témoigner, une dynamique interpersonnelle entre le dirigeant et ce qu'on a appelé le Planet Champion, qui est souvent le responsable RSE, le directeur opérationnel, le directeur énergie de l'entreprise. Une dynamique collective basée sur un camp de base, et ben, un camp de base, c'est 10 entreprises, c'est-à-dire 10 binômes, donc 20 personnes, qui vont, après avoir écouté Valérie Masson-Delmotte, Jean Covici et d'autres, vont pouvoir dire, bon, ok, mais ça veut dire quoi pour nous tout ça? Et vont pouvoir se frotter à la réalité pour intégrer cette réalité et trouver une façon de faire autrement. Et puis ensuite, un collectif élargi, comme dit là, c'est aussi une vibe collective. Il y a peut-être, pour vous donner un ordre d'idée, 2800 dirigeants et Planet Champions pour l'instant qui sont passés par un parcours CEC, 1400 entreprises. Donc, on n'est quand même pas sur 20% de l'industrie française qui est passée, mais on n'est plus un élément négligeable. Et puis tout ça, ben, c'est pas juste un parcours de transformation pour l'expérience, c'est que derrière, il y a des livrables, il y a un sursaut, un changement, il y a des CODIR, des comités de direction, des COMEX qui voient autrement, qui considèrent les enjeux dans leur ensemble, dans leur côté systémique. Et puis les entreprises réalisent une feuille de route, donc une feuille de route à visée régénérative et enclenchent des projets coopératifs avec comment dire, le collectif de la CEC. Bon, très rapidement, parce que je ne vais pas faire une session ici, mais les limites planétaires, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas familiers ou peut-être vous l'êtes au contraire. Hein. Voilà, 6 limites planétaires dépassées en 2023. Il y a 14 ans, on en était à 3 dépassées. Juste, c'est intéressant de voir la cinétique aussi. Et bientôt, si ce n'est déjà fait, l'acidification des océans comme 7e limite planétaire dépassée. Donc, en fait, on fait face à la finitude. Le parcours CEC pourrait revenir, donc au-delà de la RSE, donc d'une stratégie d'entreprise responsable et même contributive, ben, on va chercher un sursaut régénératif. Alors vous allez dire, bah oui, c'est bien beau, mais l'industrie, on utilise quand même des matières premières. Oui, alors on va voir comment limiter au maximum les impacts de cette industrie et en même temps trouver une façon de réorienter, de redessiner le modèle d'affaires vers quelque chose qui génère de la valeur ajoutée tout en contribuant à améliorer la situation et non pas simplement limiter les impacts. Donc, il y a toute une méthodologie qui est basée là-dessus. Vous avez en ligne, je crois que Florian va pouvoir le mettre, tous les exemples de feuilles de route
que les entreprises qui sont passées par la CEC ont pu élaborer. Donc, par secteur, par région, vous pouvez trouver la feuille de route d'une entreprise qui est dans votre secteur d'activité, que ce soit pour vous inspirer ou pour voir ce qui a été fait. 4 ans après sa création, la CEC, c'est 1400 entreprises engagées, 25 parcours lancés, une note de satisfaction de 8,6 en moyenne chez les participants. Elle était de 8,9 pour la CEC Industrie. Donc, encore une fois, bravo à l'équipe organisatrice. Plus de 50 projets coopératifs, des partenaires privés, publics et tout un écosystème. Et moi, j'ai pu voir des dirigeants qui me disent, depuis qu'on a fait la CEC, les jeunes, quand ils viennent aux entretiens d'embauche, on voit leur œil briller différemment. On est un peu plus attirant pour les nouvelles recrues. La BPI nous écoute un peu différemment. La région était peut-être plus encline à nous donner des subventions. Bref, il y a une spirale vertueuse qui s'enclenche quand on participe à un collectif comme celui-là. Très rapidement, des partenaires qui sont équipés, qui comprennent les enjeux écologiques, qui disent à la fin du parcours qu'ils ont la capacité à agir au sein de leur organisation, qui redessinent leur modèle d'affaires vers une économie plus contributive ou régénérative à horizon 10 ans. Des participants qui sont satisfaits, on l'a vu, qui ne sont plus seuls. Tiens, ça, c'est intéressant aussi. Il y a des dirigeants qui disent, waouh, je suis avec des homologues qui ont aussi envie d'avancer et d'un point de vue au niveau du territoire, au niveau du secteur, ils se sentent plus confiants pour faire bouger leur économie. Et puis des partenaires qui sont engagés et qui seraient prêts à, on va écouter tout à l'heure Loïc et Laurent, à recommander le parcours CEC. Voilà, le rapport est disponible en ligne. Il a été publié, celui du parcours CEC Industrie, il a été rendu public lundi dernier. Et puis, d'ores et déjà, mais on pourra les repasser tout à l'heure, les dates du prochain parcours CEC Industrie qui s'ouvre le 12 et 13 mars 2026 avec la session 1, avec une soirée de lancement en janvier. Voilà, donc de mars à mars 2027, en un an, un parcours de transformation et une communauté à rejoindre pour la CEC. Et voilà, je m'arrêtais là pour le pitch CEC. S'il y a des questions, on pourra en reparler. Ça va, Michel? Ça va très bien. Merci beaucoup, Sylvie. J'ai une question à te poser. Mhm, Euh, un petit complément sur finalement qui peut prendre de ton point de vue et de ton expérience, mais on y reviendra après, qui peut mhm, prendre finalement l'initiative bien. d'engager une entreprise dans un parcours CEC? Est-ce que c'est forcément le dirigeant ou est-ce que ça peut être dans certains cas un collaborateur qui convainc son dirigeant d'y aller? Voilà, qu'est-ce qu'on a comme Moi, j'ai vu les deux. J'ai vu des dirigeants s'engager et j'ai au moins deux exemples. Un d'une entreprise dans la construction où c'est la responsable RSE qui ramait toute seule depuis plusieurs années et qui, un peu à la boutade ou sous forme de provocation, a dit à son président, chiche, on y va. Et le président de 60 ans, qui était sur une phase de transition, a dit, OK, Banco, on y va. Et il a redessiné complètement son entreprise. C'était un peu pour lui une forme de legacy, d'héritage, quoi. Mais c'est vraiment la responsable RSE qui a fait ça. Et là, lors de la CEC Industrie lundi dernier, c'était une jeune de 30 ans qui allait voir son dirigeant pour un fonds d'investissement à impact en disant, bon, bah là, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là aussi, un peu en provoquant, en allant chercher le dirigeant dans ses valeurs et dans son intégrité, enfin dans son alignement par rapport à ses valeurs et aux enjeux, ben, finalement, a créé un effet d'entraînement. Donc, c'est vraiment les deux. Et en tant que ce soit un jeune ou un responsable RSE, on va voir ce que Loïc et Laurent disent, mais c'est tout à fait possible d'embarquer son dirigeant. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si le dirigeant n'embarque pas, on arrive sur un changement qui est à la marge de type 1, enfin, un truc qui n'a pas le même torque, le même volant de changement, quoi. Voilà. bien, merci Sylvie. J'ai l'impression que dans le chat, il y a pas de questions à ce stade. Mhm, Donc, du coup, vous êtes tous informés, voilà, de ce qu'est la CEC, si vous ne l'étiez pas déjà. J'en profite juste parce que je fais simplement un rapide complément d'information sur Alumni pour the Planet parce que mhm, on a beaucoup de points communs finalement avec la CEC. D'ailleurs, on coopère avec la CEC en direct, hein. Euh, on est, comme la CEC, vous l'avez vu, sur
pas juste donner des informations, parce que il y a un certain nombre de grands scientifiques qui interviennent pour donner des informations, mais aussi toucher le cœur, donner envie, donner la capacité d'oser se lancer, que ce soit pour le dirigeant ou le collaborateur qui est présent. C'est finalement ce que l'on fait hein, à l'Uni for the Planet, c'est vraiment vous montrer par l'exemple, mais aussi par tout un tas de conseils pratiques que vous aurez ce soir, que c'est possible, vous donner envie, vous donner le courage de vous lancer, parce que c'est pas toujours évident. Vous demandez souvent est-ce que ça sera bien vu, etc. Donc on est vraiment sur ce champ des voilà du changement de posture, du changement de euh, voilà d'attitude de des collaborateurs. Je précise d'ailleurs que comme la CEC Alumni for the Planet est une association d'intérêt général, euh, et je précise d'ailleurs aussi que Valérie Masson-Delmotte, que l'on a évoquée, est notre marraine. C'est la marraine de l'association Living for the Planet. Elle nous aide beaucoup, simplement par son soutien. Et je précise enfin que nous allons sortir un ouvrage. On nous l'a beaucoup demandé, et donc on a pris le temps de le faire. Donc, au-delà des exemples que vous aurez ce soir, vous aurez un ouvrage qui sort aux éditions d'Uno en septembre, préfacé par Valérie Masson-Delmotte, qui rassemble un certain nombre de témoignages parmi le top 10, on va dire, et puis une méthodologie hein, qui explique comment se lancer, comment s'engager au sein de son entreprise. Et donc, maintenant, on va passer justement à cette partie témoignage. Si vous avez des questions sur la CEC, n'hésitez pas dans le chat et Sylvie pourra compléter tout à l'heure s'il y a des questions. Donc, merci beaucoup Sylvie. Donc, on va passer à la partie témoignage. Donc d'abord avec Laurent Bizien. Et donc Laurent est dirigeant. Il vient de finir le parcours de la CEC. Donc est-ce que tu peux d'abord rapidement te présenter, Laurent, et commencer par nous dire, parce que c'est vraiment point important. Pourquoi finalement ces questions te touchent? Pourquoi, à titre personnel, tu as souhaité t'engager en faveur de ces enjeux climat-environnement au sein de ton entreprise, même avant de faire le parcours hein, de la CEC? Bonjour à tous. Merci, merci pour l'invitation à témoigner ce soir. Donc moi je suis Laurent, je suis directeur général d'une PME du bassin angevin qui s'appelle Martin Technologies. Donc c'est une industrie. Notre activité, on fabrique des étiquettes en plastique, des plaques en métal qu'on va retrouver un petit peu partout, hein. Si vous avez un rappel de marque, une plaque de série, un habillage d'armoire électrique, bah, ça peut avoir été fait par nous. Donc moi j'ai rejoint l'entreprise il y a 12 ans et puis voilà pour faire le lien avec l'association, une des associations qui est à l'origine de ce temps. Voilà, je suis Gadzar Angers 195, donc ça fait quelques années que j'ai quitté les bancs de l'école. Euh, alors pour ce qui en fait vient me connecter plutôt personnellement sur le sujet des enjeux climatiques, ça fait ça fait quelques années que je gravite dans des réseaux de dirigeants plutôt engagés en RSE. Euh, mais j'ai envie de dire, je l'ai fait plus parce que dans mon périmètre de fonction, c'était normal que je reste en veille sur toutes ces thématiques-là. Et puis je suis dans une entreprise où plusieurs actions se menaient déjà. Donc j'ai envie de dire, voilà, mon cerveau était disponible pour les enjeux climatiques. Quand on me disait que c'était important, je disais oui. Et puis je faisais ce qu'il fallait pour l'entreprise, en tout cas pour essayer de la mener dans cette voie-là. Et puis ce qui a tout changé pour moi, en fait, j'ai eu l'occasion de vivre une session The Week. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parcours en 3 séquences qui se déroule sur une semaine. Et donc là, pour moi, ça a été le premier déclic personnel où on m'a demandé de réfléchir en me projetant en 2050. Voilà, imaginer le monde dans lequel mes enfants allaient vivre. Et quand on nous montre quelques films avec des vidéos, cette projection de ce monde-là, en fait, mais à me dire, bah non, je veux pas que mes deux garçons vivent dans un monde de cette nature. Et d'où l'envie personnelle de mettre en œuvre ce qu'il fallait pour qu'on puisse avoir un impact sur le futur.
Merci Laurent. Alors je précise d'ailleurs que nous avons à l'Uni for the Planet organisé un webinaire avec The Week, hein, donc je recommande fortement à tous ceux que ça intéresse de le faire avec des collègues, en famille, entre amis. Voilà, c'est extrêmement intéressant. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, Laurent, maintenant un peu, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le parcours de la CEC, Industrie, et puis également, euh, comment tu as pu convaincre ton président? Parce que tu es dirigeant, tu es le patron, mais tu ne décides pas de tout, hein, et tu es un président. Voilà, comment tu as pu le convaincre que toi, tu souhaitais le faire, et puis même que lui, ça serait bien qu'il le fasse. Alors effectivement, moi je suis le premier DG salarié de l'entreprise. Hein. L'entreprise a 95 ans, a été dirigée par la famille depuis toujours. Mon président est la quatrième génération à la tête de l'entreprise. Donc moi je suis le premier DG qui a été recruté pour reprendre voilà, le pilotage de l'entreprise. Euh, alors déjà par rapport au fait d'engager Martin Technologies dans cette démarche-là. Ça fait de nombreuses années, on a des certifications environnementales, santé, sécurité, donc on est plutôt sur une voie où la RSE est assez native dans l'entreprise. Euh, pour autant, l'élément déclencheur pour moi, c'est la réalisation de notre bilan carbone. Et quand on a fait notre bilan carbone, on s'est rendu compte que 75% de nos émissions ne sont pas chez nous, mais sont dans nos achats. Donc assez vite, on s'est retrouvé face à une situation, on s'est dit, mais on ne sait pas comment on va changer les choses tout seul, puisque de toute façon, une grosse partie, même pas chez nous, au-delà de nos actes d'achat. Et il se trouve que, voilà, ayant la chance de faire partie de cette communauté de Gazar, un webinaire est passé sur la CEC. J'en avais un petit peu entendu parler, mais sans vraiment savoir en quoi ça consistait. Et suite à ce visionnage et cette participation, je me suis dit, bah voilà ça me paraît être le bon terrain pour aller explorer quelque chose de différent, dans lequel j'ai senti, de par l'ampleur de l'engagement qui est demandé, et puis la nature des interventions qui sont proposées, je me suis dit, là, il y a quelque chose d'un autre calibre que les accompagnements RSE que j'avais eu l'occasion déjà d'avoir. Voilà, j'avais travaillé des consultants RSE, mais je me suis dit, là, il y a quelque chose d'un petit peu différent. Donc, j'en ai discuté avec mon bras droit. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai vraiment envie de faire ça. Personnellement, c'est un truc qui me fait kiffer. J'ai envie de le faire. T'en penses quoi? Alors là, il m'a regardé, il m'a dit, bah ouais, on fonce. Et donc, j'ai inscrit Martin. Je me suis dit, bah, voilà, j'y vais. De toute façon, il est hors de question qu'on le fasse pas. Donc, voilà, j'ai négocié avec Raphaël Zaccardi, qui était le premier contact que j'ai eu à la CEC, en me disant, voilà, Raphaël, il faut vraiment qu'on y soit. Et puis j'ai attendu qu'on ait la confirmation que Martin était retenu en fait dans les participants pour aller voir mon président qui s'appelle Gwendal, et je suis allé voir en disant bah voilà Gwendal, j'ai engagé Martin Technologies sur un parcours. Alors, il faut savoir que depuis de nombreuses années Gwendal m'a vraiment transmis les clés de l'entreprise, hein, donc il m'a témoigné sa confiance pleine et entière dans les orientations stratégiques que je pouvais porter. Et donc, je suis allé voir en disant, voilà, je sens que ce truc-là est pour nous. Il faut qu'on y aille. Euh, et puis, il se trouve qu'en discutant avec Raphaël, voilà, j'avais partagé mon envie d'embarquer mon président dans l'aventure en me disant, bon, ok, c'est bien, on est deux. Maintenant, mon président est l'actionnaire principal. Et je pense qu'il peut y avoir quelque chose d'une autre nature si mon actionnaire est là aussi. Et puis, bah, cool. Voilà, la CEC a accepté qu'on participe à cette aventure à trois. Alors, à l'origine, ce qui était prévu, c'était que mon président participe aux deux premières sessions, puisque mon envie, c'était qu'il soit sensibilisé pour voir un peu où il en était par rapport à ces enjeux-là, puisqu'il l'exprimait relativement peu. Et puis, l'appétit est venu en mangeant, hein. Il a fait la session 1, puis la session 2, puis après, il était inenvisageable qu'il soit pas là à 3, et puis il était avec nous à la soirée de l'envol de lundi soir. Donc, il a vécu le parcours dans sa globalité. Et tout comme Stéphane et moi, a été très profondément transformé. D'ailleurs, il est porteur d'un énorme projet pour l'entreprise et dont l'émergence vient à 100% de la CEC. Alors, je veux revenir une seconde sur cette capacité que tu as eue d'embarquer ton président, parce que en fait, c'est une question qui se pose pour tout collaborateur. Comment embarquer son Mm. N plus 1, son N plus X, toi c'est ton président.
Est-ce que tu peux un peu dire, voilà, Ouais, comment tu as fait, comment quels j'ai sont, fait? voilà, quels sont qu'est-ce que tu as utilisé comme argument, comme proposition, parce que euh, souvent, voilà, la question se pose, il faut y aller de façon un peu subtile avec doigté, il faut pas faire peur, il faut pas donner l'impression qu'on va faire la révolution, mais en même temps, faut quand même indiquer qu'on vise un changement substantiel à Mhm. terme. Ah, il se trouve qu'il y a plusieurs années, j'ai été formé à la CNV, la communication non violente. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise de façon un peu permanente. Et aussi, depuis plusieurs années, j'ai intégré la dimension émotionnelle dans mes interactions avec mes collaborateurs, avec mon président, enfin, avec tous les personnes un peu de l'entreprise et de mon écosystème. Et en fait, l'angle sous lequel je suis arrivé vis-à-vis de lui, en fait, j'ai parlé de moi et j'ai parlé de mes enfants. Je lui ai dit, écoute, je ressens que c'est essentiel pour moi parce que j'ai fait Zoïc, donc j'ai parlé de Zoïc, que lui n'avait pas fait. C'est avec Stéphane, mon bras droit, qu'on l'avait vécu. Je lui ai dit, voilà, ce qu'on nous annonce pour les années futures. Je pense que Martin Technologies, ton entreprise a un rôle à jouer dans cette nouvelle trajectoire. Bah voilà, est-ce que tu as envie de nous suivre là-dedans? Pour moi, c'est important que tu puisses euh, vivre ça pour imaginer aussi ce qu'on va voir ensemble, quoi. Il était inenvisageable, j'étais très clair. Si tu crois pas du tout à cette trajectoire-là, bah forcément, ça va être compliqué avec un DG qui dit qu'on va à droite et puis le président qui dit non, faut rester à gauche, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment eu de débat, mais tout simplement parce qu'il a senti à quel point c'était important pour moi et c'était même viscéral. Et je pense que il y a pas meilleure façon de convaincre quelqu'un que de parler avec son cœur, en fait, de venir dire en quoi c'est essentiel, en quoi c'est important pour soi. Et si la relation est juste avec la personne avec qui on va interagir, bah, normalement, elle se met à l'écoute de ça. Voilà. Mais, Et en tout tout à cas, fait. pour nous, c'est ce qui s'est passé. Merci Laurent pour ce témoignage sur ce point clé. Et d'ailleurs, vous verrez dans l'ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure, qui donne un peu des clés, ce que vient de dire Laurent, on le retrouve très souvent, quelle que soit l'entreprise, le secteur d'activité. Commencer par parler de ce que l'on ressent. C'est une bonne façon d'introduire le dialogue sur ces sujets complexes et non pas d'aller tête baissée en disant ça marche pas, voilà ce qu'il faut faire, voilà. Mais commencer par parler de soi, de ce que l'on ressent, de sa motivation profonde, c'est une façon de partager voilà sur ces choses essentielles et on trouve ça dans beaucoup de témoignages. Est-ce que tu peux nous parler, en prenant des exemples là, de façon assez concrète finalement, quel a été euh, le livrable, l'output de ton parcours en termes de feuille de route, hein, parce qu'en fait, c'est bien ça qui est produit, c'est très concret, hein. Si tu produis une feuille de route de transformation de l'entreprise, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça a permis soit d'initier de nouvelles actions, soit d'amplifier des actions que tu avais déjà engagées? Effectivement, l'engagement dans la CEC, bah, c'est aussi un engagement, comme Sylvie l'a partagé tout à l'heure, c'est comment on fait communauté à plusieurs. Très rapidement, on comprend quand on fait la CEC que tout seul, on va pas y arriver de toute façon. On est sur des problématiques, c'est du systémique, donc il faut de toute façon avancer en communauté pour traiter différents sujets. Donc il y a cet engagement de voilà de sortir de livrer une feuille de route et de la rendre publique pour que bah, ça bénéficie au plus grand nombre et que ça puisse en inspirer par des différentes actions. Donc nous effectivement on a ce qu'on appelle des leviers de redirection. Donc c'est des grands axes sur lesquels on va rediriger l'activité de l'entreprise. On en a six. Voilà pour nous un des leviers puisque on va pas changer d'activité du jour au lendemain, hein. On fabrique des étiquettes, on fabrique des plaques, on consomme des matières plastiques, on consomme du métal, donc ça consomme beaucoup de ressources, ça émet aussi pas mal de CO2. Euh, et donc nous, un de nos grands leviers de redirection, c'est de réduire ces impacts-là autant que faire se peut, pour continuer à fournir nos clients, parce qu'ils ont besoin de nos produits. Donc il est hors de question de dire du jour au lendemain, non, non, on arrête de faire ça pour vous. C'est comment on va accompagner nos clients. Et donc pour nous, il y a un vrai enjeu en fait de travailler sur de nouvelles matières premières. Donc on a pris conscience de l'impact de l'aluminium qu'on consomme beaucoup, des matières plastiques sur lesquelles on travaille beaucoup aussi.
Et puis, alors, on a une chance incroyable, c'est que dans notre parcours CEC Industrie, il se trouve qu'il y a un des plus gros fondeurs d'aluminium mondial qui y a participé. Donc, j'aime autant vous dire que quand on vous dit, bon, bah, tout le monde se tutoie, on fait les contacts, enfin, voilà, on a rencontré des gens d'une ouverture juste incroyable qui nous ont ouvert leurs portes en leur disant, bah, voilà comment on fait de l'aluminium. S'il est fait en Chine, s'il est fait en Allemagne, s'il est fait en France, voilà ce que ça joue. Et ça nous a permis, notamment avec notre acheteuse, et puis Stéphane, euh, d'aller creuser des filières d'aluminium bas carbone. Aujourd'hui, on sait dire, en fonction de la provenance de l'aluminium, lequel est bas carbone, lequel ne sera jamais, même si on nous le dit. Aujourd'hui, on challenge nos fournisseurs énormément. Quand on nous dit, oui, oui, bah, j'ai un alu, voilà, je suis à 1 tonne de CO2 par tonne d'alu. On dit, bah non, bah, c'est un odieux mensonge, parce qu'on sait que c'est pas possible aujourd'hui. Donc ça nous aide vraiment à challenger et on a déjà des actions. On a d'ici à fin d'année, on aura divisé par deux l'empreinte carbone des aluminiums qu'on consomme. Donc c'est ce qui est voilà, c'est à peu près un tiers de nos émissions sur la partie achat externe. Ça a orienté la recherche de nouveaux matériaux sur des matières plastiques. On a remplacé un matériau plastique par du papier, par exemple, pour un de nos clients. Donc, euh, donc on est vraiment en train de faire bifurquer et aujourd'hui, ça fait partie des données d'entrée obligatoires des partenaires avec lesquels on va travailler. On leur annonce qu'on va réduire l'empreinte, leur annonce qu'on veut trouver de nouveaux matériaux, et on leur dit clairement, c'est oui ou c'est non. Mais par contre, si la réponse est non, à terme, on ne travaillera plus ensemble. Voilà. Et on va se rapprocher voilà, de bassins de start-up. On imagine des nouveaux matériaux qui existent peut-être pas encore, mais qui pourraient nous servir demain. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu très fort pour nous. Voilà, dans les prochaines difficultés qu'on va rencontrer, clairement, bah, il va falloir convaincre nos clients. Euh, nos clients sont pour la plupart des industriels, pour certains dans des secteurs d'activité extrêmement émissifs. Quand vous avez un fabricant de stations essence ou de pompes, bah, voilà, la question se pose, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête de travailler pour ce secteur-là ou est-ce qu'on va essayer de les inviter, pourquoi pas, à participer à la CEC demain, pour qu'eux-mêmes modifient leur trajectoire? Ça a été exprimé au démarrage. Nous, on souhaite rester dans les secteurs émissifs et pas les quitter. On souhaite rester dans ces secteurs-là pour les faire changer, en fait, pour les aider à prendre conscience, eux aussi, qu'ils ont un rôle à jouer dans la réduction des impacts, que ce soit sur les émissions de carbone, mais sur la consommation de l'eau, sur la biodiversité. Donc là, on va s'orienter vers une position d'agent de changement pour accompagner nos clients, partager la façon dont on l'a fait, partager des initiatives, partager voilà, des documents, des webinaires, etc. Et pourquoi pas semer des graines et se dire qu'à un moment, il y en a une qui va pousser. Voilà, on a la chance, on a quelques clients qui ont déjà réagi et chez qui on commence à initier des relations un petit peu particulières qui nous disent, bah, nous, on est partant de tenter des trucs avec vous, quoi. On ne sait pas si ça va rapporter des sous ou pas, hein, mais déjà, on va enclencher de nouvelles relations avec eux. Et c'est la façon dont ensuite on va essayer de convaincre la plupart de nos clients. Euh, dans les éléments essentiels aussi, voilà, quand vous faites de la CEC, c'est un binôme ou un trinôme en l'occurrence pour nous. On s'est rapidement dit, on est 100 personnes dans l'entreprise. Bah, à 3, on va rien transformer du tout, hein. Avec nos petits bras, ça va être assez vite limité. Donc, il y a un enjeu d'embarquement des équipes, des collaborateurs. Et notre conviction, ce qui a fait qu'on passe à l'action, c'est que nous, on a changé. On a changé profondément. Et donc là, on s'est dit, bah, on va déployer The Week en interne de l'entreprise et on verra bien dans la boîte qui est sensible à ces enjeux-là et qui a envie de passer à l'action ou pas. Donc, on a fait un appel à volontariat et puis nous, chez nous, la règle, c'est 80%. Quoi qu'on fasse, c'est en général à peu près ça le ratio. Et donc, on a 80% de nos collaborateurs qui ont fait le choix de participer à The Week et puis qui sont engagés pleinement là-dedans. Et puis, il se trouve que dans les idées qui ont émergé, on est en race campagne, on a un grand terrain. Et dans les idées qui ont émergé, c'est bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire de notre terrain qui ne sert pas à grand-chose? Pourquoi on ne planterait pas des arbres ou mettre des légumes? Donc certains rigolaient un peu en disant non, mais c'est n'importe quoi. Il se trouve que notre président, pendant la CEC, le projet
qui a émergé dans son esprit. Son rêve à lui, c'est d'être capable de fournir des paniers de légumes à nos salariés toute l'année, parce qu'on a du terrain, et parce qu'aujourd'hui, il sert à rien pour faire pousser de l'herbe. Et donc, le projet qui s'enclenche, on a démarré là. Donc, on va créer une ferme en permaculture sur notre terrain. Ça n'a rien à voir avec notre activité commerciale actuelle, mais il se trouve qu'on a du terrain. La permaculture nécessite très peu de moyens financiers. C'est plutôt, voilà, on peut avoir quelques moyens humains. Et donc, en plus, c'est le projet qu'il fait kiffer lui. Donc, on a dit, bah, banco, on y va. Et puis, ça va nous permettre de travailler la biodiversité sur notre terrain. Et qui sait, faire émerger bah, peut-être des envies chez nos collaborateurs de venir aider à semer, à entretenir, à récolter. Enfin, on verra bien où tout ça va nous mener. Mais en tout cas, on prend le parti de faire des choses qui ont du sens pour nous, pour lesquelles on sait que ça a de l'impact. Euh, et en faisant le pari, mais ça on le fait depuis plus de 10 ans avec la transformation culturelle de l'entreprise, en faisant le pari que d'autres idées vont émerger, et qu'en fait les impacts, euh, on est une activité économique, hein, il faut qu'on gagne de l'argent, il faut qu'on vende des produits, donc, mais on a la conviction que ça va nous orienter vers une nouvelle typologie de clients, de nouvelles relations avec nos clients actuels, pour embarquer un écosystème un peu plus large. Alors, idéalement vers la régénération, ça c'est le rêve. Maintenant, voilà, est-ce qu'on arrivera à atteindre ça? Pour l'instant, on ne sait pas le dire. Merci Laurent pour ces exemples. Donc vous l'avez vu, quand on parle de transformation d'une entreprise, c'est à la fois des actions qui peuvent être autour de la sensibilisation finalement, déployer The Week comme on déploie la fresque du climat ou l'atelier d'automne au sein de son entreprise, bah ça a un impact important. C'est plus la même entreprise. Si une part significative des salariés a été sensibilisée, la ferme permaculture, bah c'est aussi une façon de sensibiliser les collaborateurs sur voilà ce type de projet. Puis il y a des actions plus autour du modèle économique, puisque c'est le fameux scope 3 dont on parle, vraiment agir sur ses clients, voire renoncer à des clients, bah là, évidemment, c'est ça là l'objectif, et on voit que ton parcours, c'est aussi à amplifier ces actions. Sylvie, tu voulais poser une question ou apporter un complément? Oui, je voulais dire aussi merci pour le témoignage, Laurent, et par rapport à l'utilisation d'un sol ou des espaces verts au-delà de la ferme. Enfin, là, c'était pour un. Mais il y a la biodiversité aussi. Parfois, on demande justement aux dirigeants, savez-vous quelles sont les espèces, éventuellement même les espèces protégées qui sont sur vos sites industriels? Savez-vous si vous êtes dans une zone Ramsar, Natura 2000, etc. C'est comme ça que le directeur de l'ENSAM Cluny s'est rendu compte qu'il était dans une zone Natura, enfin il le savait déjà d'ailleurs, mais il l'a fait savoir, qu'il était dans une zone Natura 2000. Et parfois, juste un couloir vert, ça fait toute la différence pour plusieurs espèces végétales et animales. Juste un petit couloir de verdure, de rien du tout, ça fait une très grande différence pour faire revenir ou aider la biodiversité à se régénérer. Alors nous, on est toujours en train de se poser, se prendre la tête en disant, ah, mais on n'a pas d'indicateur de biodiversité. On n'a pas besoin d'indicateur, il faut mettre du vert, faut laisser la nature repousser et ça fait de la biodiversité. Puis ensuite, on reprendra le tableau Excel, mais ça peut être des gestes aussi simples que ça aussi. Voilà, Oui, merci. tout à fait. On voit bien que la transformation d'une entreprise, c'est un- une très grande diversité d'actions, à la fois des actions peut-être plus éloignées du cœur business de l'entreprise, mais qui contribuent à sa transformation, puis des actions, voilà, sur le modèle économique, les fournisseurs, les clients, etc. J'ai une dernière question, Laurent, un sujet clé pour nous, par rapport à l'objectif de ce type de webinaire, qui est l'engagement des collaborateurs. Et d'ailleurs, je précise que c'est une des thématiques sur lesquelles nous coopérons à l'Unité for the Planet avec la CEC. C'est favoriser l'engagement, l'embarquement des collaborateurs. Et donc, j'aimerais t'entendre, Laurent, sur ton attitude en tant que dirigeant, parce que je pense que ça intéressera beaucoup de participants de se rendre compte, dans ton cas particulier, bien sûr, Laurent, on peut pas tout généraliser, mais que, en fait, le dirigeant que tu es, et beaucoup de dirigeants finalement, ont conscience qu'ils ne vont pas réussir seuls à faire tourner le paquebot et leur entreprise, et qu'ils ont besoin de l'implication, de la créativité, de la motivation d'un grand nombre de collaborateurs. Et du coup, les dirigeants, même s'ils ne le disent pas toujours clairement, en fait,
souhaite qu'il y ait des initiatives bottom-up, des initiatives dont l'origine est tel ou tel collaborateur, quel qu'en soit son niveau de responsabilité. Et c'est à ce type d'initiative hein, qu'on vous appelle tous ce soir, vous qui majoritairement n'êtes pas des dirigeants. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Laurent, finalement, est-ce que ce type d'initiative bottom-up, tu les encourages et puis, quand on a préparé, tu m'as cité quelques exemples hein, sur la réduction des moyens de production énergivores, le tri des déchets, la fresque du climat, etc. Où en fait, ce sont des initiatives qui viennent des salariés. Est-ce que tu peux voilà, nous dire un mot là-dessus? Est-ce que tu promeus ce type d'initiative? Est-ce que tu penses que, en fait, beaucoup de dirigeants, même s'ils ne le disent pas clairement, n'attendent que ça? Et donc, ça veut dire que pour les participants qui sont autour de la table, n'ayez pas d'inquiétude sur le fait que ça serait mal vu que vous vous engagiez au-delà de votre fiche de poste à contribuer à la transformation de votre entreprise. En fait, ce n'est pas explicite, mais beaucoup de dirigeants savent que sans vous, ils ne pourront pas y arriver. Bah, clairement, aujourd'hui, et je trouve encore plus depuis la crise Covid, ça s'exprime de plus en plus, hein, ce besoin d'engagement des collaborateurs, cette recherche d'implication, d'initiative, de créativité. Euh, je pense que pour beaucoup de dirigeants, c'est vraiment quelque chose qu'ils aimeraient. Après, ça nécessite aussi de mettre des choses en place hein, pour que ça ait lieu. Clairement, voilà, il faut que un collaborateur qui souhaite prendre l'initiative, il faut qu'il se sente en sécurité. Donc, il va le faire avec un manager ou avec un dirigeant avec qui il se sent en confiance. Mais moi, en tant que dirigeant, alors la transformation culturelle chez nous a été démarrée il y a une dizaine d'années, donc ça fait déjà plusieurs années que nos collaborateurs prennent des initiatives, et même pour la plupart d'entre elles, dont j'ignore absolument toute l'existence. Hein. Des fois, j'arrive, ils ont déplacé des machines, ou ils ont recruté des collaborateurs, je n'étais même pas au courant, ou effectivement, quand on avait fait cet échange-là. Voilà, on a une ligne de production sur laquelle qui consomme énormément d'énergie. Et un jour, j'ai appris qu'ils ont décidé de travailler 4 jours sur 5 parce que bah, le fait de l'éteindre une journée, mine de rien, réduisait de 20% les consommations d'eau et les consommations d'électricité. Et moi, quand j'ai appris ça, je suis juste allé les voir, leur dire merci, super ce que vous faites, c'est parfait, changez rien. Et puis si vous avez besoin de quelque chose, je suis là, quoi. Et en fait, ils n'ont pas besoin de moi parce ils ont déjà fait le boulot. Mais au démarrage, quand on a engagé cette démarche-là, clairement, j'avais peur. Hein. J'avais peur qu'ils fassent n'importe quoi. J'avais peur que de toute façon, c'est l'argent de l'entreprise, donc ils s'en foutent. Ils vont dépenser sans regarder. La réalité des choses, en tout cas la mienne, celle que j'ai vécue, c'est que la plupart sont, s'ils restent depuis de nombreuses années dans l'entreprise, c'est qu'ils sont attachés à leur entreprise. Et en réalité, ce qu'ils ont envie, c'est que ça fonctionne. Quoi. Maintenant, ils ont pour beaucoup, juste besoin de quelques autorisations, de dire bah vas-y, si tu as une idée, fais-le. Si tu as besoin d'un sponsor, d'un soutien, bah, je suis là, je vais t'aider. Je vais te donner les moyens. En quelquefois, les moyens, c'est juste de libérer une petite heure. Hein. Ça va souvent pas chercher bien grand-chose. Et là, le rôle des managers, mais encore plus des dirigeants, est de créer cet espace-là. C'est d'autoriser, d'inviter de créer les espaces où on leur dit, mais si tu tentes, super. Si tu te plantes, c'est pas grave. Tu auras appris et le coup d'après, on se plantera pas, on va apprendre. Voilà, le droit à l'essai, le droit à l'erreur, forcément, c'est un élément fondamental. Hein. Si on dit à un collaborateur, vas-y, innove et crée. Par contre, surtout, tu te plantes pas et tu dépenses pas un centime. Enfin, pas un centime de perdu, bah, c'est foutu. Hein. Il y aura pas d'initiative. Mais si on crée ces conditions-là, petit à petit, les idées émergent. Au départ, c'est des toutes petites choses. Ils décident de réorienter un lampadaire, la machine. Et puis, plus vous laissez faire, nous, ça va jusqu'à investir dans des moyens d'équipement, voilà, des équipements qui coûtent 10% du chiffre d'affaires. Je n'interviens pas dans les processus de décision pour ce type d'investissement. Pour recruter des collaborateurs, la plupart du temps, ma seule action, c'est signer le contrat parce que c'est moi qui ai la délégation pour signer le contrat, mais tout est déjà défini avant. Et la fresque du climat, chez nous, a émergé comme ça, en fait. C'est des collaborateurs qui se sentaient suffisamment en confiance pour un jour dire, bah, nous, on va proposer la fresque du climat à toute la boîte. T'en penses quoi? J'ai dit, bah, si vous le sentez, moi, je l'ai pas fait, je sais pas trop ce que c'est. Et ben, ils ont déclenché, on était 45.
Donc, ça a mobilisé des personnes pendant 4 heures. Mais voilà, on laisse nos équipes faire. Et plus on les laisse faire, donc ça démarre par des petites initiatives, et plus on les laisse faire, et plus on leur prouve qu'on les laisse faire, et que même quand c'était pas un franc succès, bah, on sait qu'on a appris quelque chose, et le coup d'après, ce sera un petit peu mieux. Bah là, vous avez de plus en plus d'initiatives, en fait. Et puis, vous arrivez, voilà, comme je le disais aujourd'hui, moi, ça fait quelques semaines que je suis off de la boîte parce que j'ai eu une petite opération chirurgicale. Je suis passé à l'usine hier. J'ai vu plein de nouvelles têtes. Ils avaient changé des choses. Donc, bah, je suis obligé de me présenter au nouveau, hein, c'est comme ça. Mais moi, je kiffe ça. La boîte, elle vit, en fait. C'est un écosystème vivant. Et c'est exactement ce que je veux. Qu'est-ce qui va nous permettre de nous adapter à tout ce qui va se passer? Là, on a des températures absolument incroyables. Bon, bah, ils ont décidé que tout l'atelier travaillait le matin, à la fraîche. Et puis, bah, je suis arrivé l'après-midi, il y avait quasiment plus personne. Bah, c'est OK. Enfin, c'est juste normal pour la santé de nos équipes qu'on s'adapte. Grand merci Laurent pour ton témoignage. Donc tu es un peu un modèle, hein. Je Euh, fais là, oui, tu es un peu un modèle en termes d'entreprise responsabilisante, hein. Mais clairement le message que tu as passé, je pense que pour les participants c'est très important parce que souvent les salariés qui témoignent, et on va voir tout de suite avec Loïc, nous disent si j'avais su que ça serait pas mal vu, je me serais lancé plus tôt. Et donc c'est important avec l'exemple de Laurent, même si faut pas généraliser bien sûr, c'est important que vous qui êtes des collaborateurs et non des dirigeants, même s'il peut y avoir des dirigeants aussi là ce soir, vous sentiez que un grand nombre de dirigeants ont conscience, comme Laurent, bah, qu'ils ont besoin de l'implication de tous et ils vont trouver au contraire très positif des initiatives qui sont un peu challengeantes pour la direction, mais en fait, c'est absolument nécessaire. Il faut évidemment le faire avec un minimum de doigté. Il faut pas tout bousculer, mais commencer par des premières actions, puis des actions plus impactantes ensuite. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très bien. Encore un grand merci, Laurent, pour ton témoignage très inspirant. Et donc, je vais donner la parole maintenant à Loïc, Loïc Gouret. Est-ce que tu peux, comme l'a fait Laurent, commencer par te présenter rapidement, dire un mot, bien sûr, de ton entreprise, La Ruche, et puis nous dire à titre personnel, voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as souhaité t'engager hein, depuis un certain temps sur ces enjeux du climat, de l'environnement? Bonjour à tous, je suis Loïc Gour, je travaille à la Ruche Industrielle, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. À côté de ça, effectivement, j'ai fait aussi les arts et métiers à Cluny, promo 213. Effectivement, peut-être pour dire quelques mots sur la ruche industrielle pour que vous compreniez tous de quoi il s'agit. C'est un collectif d'entreprises industrielles qui travaillent ensemble pour rendre l'industrie plus humaine, plus durable et plus performante. Donc, pour vous donner une idée, dans ce collectif, on a des entreprises de tout secteur d'activité. Il va y avoir Volvo, Renault Trucks, Bosch Rexroth, le groupe SEB, Olot qui fait des nacelles élévatrices, Aldes qui fait de la ventilation et j'en passe et des meilleurs. Donc, on a une vingtaine d'adhérents au sein de notre association, puisque La Ruche, c'est une association tout le principe de cette association, c'est de se dire qu'on est plus fort à plusieurs plutôt que tout seul face aux différents problèmes que l'industrie peut rencontrer, hein. Donc par là, on entend les transformations pour continuer d'être performant d'un point de vue pérennité, répondre aux nouvelles aspirations de la société et puis répondre aussi aux enjeux de durabilité. Pour répondre à ta question, Michel, sur l'engagement en faveur du climat, pour parler très personnellement, en ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion d'être sensibilisé aussi comme Laurent au travers de fresques ou d'ateliers. Donc en l'occurrence, c'était plutôt fresques du climat et l'atelier d'automne que j'ai pu faire. J'ai encore été sensibilisé davantage et approfondi mes connaissances au travers de la CEC. Quand on prend conscience des enjeux, et ben, on se dit qu'il faut contribuer aussi résoudre les problématiques qu'on a devant nous. Et donc, c'est pour ça que je suis assez sensible à ces sujets-là et j'ai envie d'agir à mon échelle et à l'échelle de la ruche pour ces sujets. D'accord, merci Loïc. Alors, du coup, venons-en au parcours CEC. Donc, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as souhaité t'engager dans ce parcours
Et également, donc c'est la question vraiment très intéressante de ce soir, c'est que tu n'as pas juste décidé de t'engager toi dans ce parcours, mais tu as réussi à convaincre ta directrice de faire le parcours, un petit peu comme Laurent a convaincu son président de faire au moins une partie du parcours, mais toi tu as réussi à convaincre ta directrice de faire tout le parcours, hein, ce qu'elle n'avait pas en tête. Et voilà, et c'est vraiment un exemple d'engagement, puisque c'est clairement plus la même entreprise, hein, bien sûr, avant et après le parcours. Donc, c'est vraiment un exemple très intéressant pour tous les participants. Si tous les participants à l'issue de ce webinaire s'engageaient dans un parcours CEC et convainquaient leurs dirigeants ou dirigeantes de le faire, c'est sûr que ça aura un impact formidable. Donc, comment as-tu fait donc pour décider toi-même et puis pour convaincre, pour expliquer l'intérêt à ta directrice? Oui, alors pour parler de ça et sans on va dire, embellir de façon démesurée ce que j'ai pu faire, moi très concrètement, ça a été une action assez simple qui s'est passée, c'est que j'ai eu un vent du parcours CEC via la Société des ingénieurs arts et métiers, donc les alumni, la SOS. Et donc étant moi-même Galzar, ça m'a déjà parlé plus personnellement. Et compte tenu de de ce qu'on peut faire à la ruche et de la mission de la ruche de transformer son entreprise, ça m'a semblé extrêmement pertinent. Après, n'importe quelle entreprise industrielle ou même hors industrie a tout intérêt à participer à ce type de parcours pour prendre conscience des enjeux et se poser la question de à quoi je contribue au travers de mes activités, quel est mon rôle, quelle est ma responsabilité en tant qu'entreprise, finalement à quels besoins humains je réponds. Et donc, il n'y a pas besoin d'être une entreprise qui a déjà une sensibilité ou une volonté d'agir sur la notion du durable pour se dire que c'est une bonne idée de faire la CEC. Mais on peut dire que ça a pu faciliter les choses. Et donc, très concrètement, moi, j'ai transféré le mail que j'avais reçu en suggérant que ça pouvait être intéressant d'y participer. Mais moi-même, à l'époque, je ne connaissais pas encore dans le détail ce qu'il y avait dans le parcours CEC. Par contre, j'avais compris qu'au travers de ce parcours, eh ben, on allait encore renforcer notre connaissance des enjeux environnementaux. On allait avoir accès à un parcours qui allait nous guider pour questionner notre modèle d'affaires. Alors, celui de la ruche, ça reste une entreprise de service, mais peut-être que l'impact le plus important qu'on peut avoir et qu'on souhaite avoir après avoir fait ce parcours, c'est continuer et renforcer encore notre action pour que les entreprises qu'on côtoie au sein de la ruche puissent elles-mêmes transformer leur modèle d'affaires vers quelque chose de beaucoup plus vertueux et respectueux de ces fameuses limites planétaires. Alors, du coup, avec le recul, est-ce que tu peux nous dire ce que t'a apporté ce parcours à toi et ou ta directrice? Voilà, dans quelle mesure ça a permis d'amplifier des actions, d'initier de nouvelles actions, un peu comme Laurent l'a expliqué. Eh bien, pour nous, ça nous a permis d'accéder à des compétences et des experts de ces sujets-là, donc des experts de haut niveau. On a eu le directeur du Muséum d'histoire naturelle, on a eu une climatologue, on a eu quelqu'un du Chic Project, on a eu des hydrologues, on a eu des experts sur les sujets matériaux, sur la compensation carbone. Bon, je vous les cite pas tous, mais il y a eu une panoplie d'experts et également des exemples d'industriels qui, eux, bah, sont dans leur métier, chacun est dans son activité, qui ont pu passer par le parcours CEC ou pas, mais en tout cas qui ont engagé une transformation. Je pense ici à des industriels comme Renault Trucks, qui ont fait la CEC et qui ont justement émis la volonté de transformer leur modèle pour aller vers du transport décarboné, aller vers des camions qui sont faits avec des pièces issues d'anciens véhicules, donc une démarche circulaire. Il y a d'autres industriels qui sont venus témoigner avec leur cœur. Et donc tout ça a été hyper nourrissant. Je pense que peut-être vous pourrez confirmer ou pas, mais chaque intervenant apporte quelque chose aux autres et au final, on a toujours un angle d'attaque qui vient nous toucher. Et il y en a qui vont plutôt réagir au rationnel, il y en a qui vont plutôt réagir à l'émotionnel, il y en a qui vont plutôt réagir à telle ou telle métaphore qui est donnée par tel ou tel intervenant. Et donc à la fin, ça fait quelque chose de très complet. Donc c'est ça qu'on a eu via la CEC. Et on a aussi eu quelque chose
qui est peut-être moins tangible, mais c'est le sentiment de pas être seul et de se booster en énergie avec toute une communauté d'industriels qui a envie de faire avancer les choses. Et quand vous retrouvez avec des acteurs de l'oil and gas qui vous disent, bah, nous, on a compris qu'on ferait moins de gaz et maintenant on veut se réorienter vers du biogaz, ça donne un peu plus espoir que pour d'autres entreprises qui ont des engagements beaucoup plus modestes ou peut-être pas d'engagement. Merci Loïc. Est-ce que maintenant tu peux nous donner quelques exemples d'actions que tu as initiées toi-même parce que c'est intéressant, quel que soit l'impact, la taille, de voir que voilà, un collaborateur comme toi, Loïc, qui n'est pas le patron, bah, n'a pas hésité à s'engager sur un certain nombre d'actions et c'est ce qu'on encourage bien sûr tous les participants ce soir à faire, avec toujours l'idée de le faire d'une certaine manière, hein, qui permette d'embarquer ses collègues, d'embarquer la direction et non pas voilà, de foncer tête baissée pour avoir ensuite des possibles blocages. Avec plaisir. Alors, pour parler, déjà pour resituer moi ma fonction au quotidien, ma fonction c'est d'être chef de projet interentreprise. Donc, ma mission c'est de coordonner des groupes de travail avec les différents industriels qui contribuent à la ruche sur des thématiques qu'ils ont priorisées. Donc, on vient travailler leurs besoins métiers à eux sur des aspects de l'industrie 4.0, sur des aspects humains, par exemple, travailler son attractivité auprès des jeunes recrues ou sur des aspects justement de durabilité, réduire ses consommations d'énergie, etc. Donc ça, c'est pour resituer le périmètre. J'ai eu l'occasion en plus de ces projets-là qui sont tournés vers nos adhérents, de travailler à comment nous-mêmes on réduit nos consommations d'énergie à la ruche industrielle dans le contexte qu'on connaît en 2022. On a fait ce projet en interne et c'est moi qui étais en charge de ça. Et très concrètement, on a fait des études pour des investissements, mais on a aussi mené des actions très, très basiques, et des bonnes pratiques. Alors, je dis basique, mais parfois ça paraît très simple et au final, ça l'est pas tant. L'exemple que j'ai en tête, c'est aller dans des systèmes de climatisation pour mettre des températures de consigne cibles et des temporisations. Bah, c'est plus ou moins simple selon la génération à laquelle vous vous confrontez, ou parfois votre gestionnaire de bâtiment vous dit que c'est pas possible, et en fait, en regardant bien, bah, c'est possible. Donc, c'est des actions comme ça qu'on a fait. On est aussi un lieu. Dans ce lieu, il y a donc nos adhérents qui viennent et puis éventuellement des personnes externes. Et l'important pour nous, c'était aussi de sensibiliser à nos visiteurs, auprès de nos visiteurs, sur le fait de penser à éteindre les équipements de chauffage, de climatisation, la lumière. Donc, ça peut paraître simple, mais c'est quelque chose qui n'était pas en place, donc on l'a fait. Et il y avait une de tes questions, Michel, précédemment, sur qu'est-ce qu'on a mis en place après avoir fait la CEC. Il y a tout un tas d'actions que je ne vais pas décrire dans le détail ici, mais pour donner un exemple, on a renforcé les actions de sensibilisation. Donc là, on a eu très récemment une conférence du Shift Project, des shifters qui sont venus à la ruche euh, parler auprès de nos adhérents et auprès du grand public, parce qu'on l'a ouvert au grand public, cette conférence, sur les enjeux du changement climatique pour les entreprises. Donc ça s'inscrit dans le cadre d'un de nos axes qui est de renforcer l'embarquement de notre écosystème sur les enjeux du climat. Mais il y a d'autres axes autour des projets, renforcer encore nos actions sur nos projets. Par exemple, en ce moment, on a un projet interentreprise sur comment implémenter la CSRD et travailler sa stratégie RSE autour de la CSRD, combien même il y a des actualités qui viennent mettre un petit peu la pédale de frein parce que c'est pas arrêté et c'est plutôt décalé dans le temps pour certains acteurs. Mais nous, on pense qu'au contraire, il faut pas perdre du temps sur ces sujets-là et que c'est des sujets sur lesquels il faut travailler parce que le climat nous attend pas. Parfait. Merci Loïc. Alors, je vous propose un tout petit intermède que je vous avais annoncé. Donc, l'heure est venue. Florian va mettre dans le chat le petit questionnaire que nous demande l'ADEME en particulier, hein, pour mesurer l'impact et le taux de satisfaction. Donc, merci d'avance de prendre 2-3 minutes pendant la suite
du webinaire pour renseigner ce questionnaire. Je voulais faire un commentaire et peut-être que ça appellera des commentaires à mon commentaire, hein, de la part de Sylvie, Laurent ou Loïc sur un point qui est revenu à la fois dans le témoignage de Laurent et de Loïc, qui est ne pas rester seul, hein, ne pas être seul, ne pas se sentir seul. Et c'est assez évident que c'est pas simple de se lancer, hein, au sein de son entreprise ou de son organisation. Et il faut très très vite être un petit collectif. Et donc, je vais juste vous donner un exemple de ce qu'on fait au niveau d'Alumni for the Planet. Pour ça, euh, d'une part, il y a un moteur de recherche sur le site d'Alumni for the Planet, sur lequel il y a, je crois, 5 ou 6 000 personnes, hein, qui se sont inscrites pour dire simplement, ben, moi j'ai envie de m'engager au sein de mon entreprise, hein, pas plus que ça, où j'adhère à ces enjeux. Et simplement, ça permet quoi? Ça permet que si vous êtes dans une entreprise d'une certaine taille, eh bien, vous allez sur notre site, il y a ce moteur de recherche, eh bien, vous pouvez identifier des collègues que vous ne connaissez pas forcément, si c'est une grande entreprise, qui, comme vous, ont envie d'agir. Et je vais vous donner simplement l'exemple, parce qu'il y a une question tout à l'heure d'un participant sur est-ce qu'il y a des boîtes du CAC 40 bah, qui font des choses avec nous. Et on a eu donc quelqu'un de Orange, une grande entreprise, qui a utilisé notre moteur de recherche, qui a identifié une quarantaine de collègues, la plupart qu'on ne connaissait pas, hein, bah, qui avaient comme lui une sensibilité sur ces questions, qui leur a proposé de venir discuter. Il y en a 20 qui sont venus et ils ont monté un collectif qu'ils ont d'ailleurs appelé, c'est marrant, Alumni for the Planet Orange. Et ça existe depuis 3 ans, hein, et ils font tout un tas d'actions. Ils sont même reconnus par la direction. Voilà, c'est pour vous dire que il y a des façons, parce que c'est sûr, c'est pas écrit sur la porte de votre collègue ou sur son front qu'il a un peu la même sensibilité que vous. Il n'y a pas l'annuaire de ces personnes, mais voilà, par ce moteur de recherche. Et puis par ailleurs, je mentionne que chaque mois, à l'Unifor de Planète, nous organisons un webinaire où on ne fait pas témoigner, comme ce soir, des personnes, mais où se réunissent des personnes qui ont déjà commencé à agir et qui veulent entre pairs en quelque sorte, échanger sur les difficultés, se donner des conseils, se redonner une motivation, voilà. Et ce genre de cercle, on va dire neutre et bienveillant, bah, n'existe pas suffisamment, mais ça se développe et voilà. Et vous pouvez, avec Alumni for the Planet ou d'autres structures, bah, trouver des lieux où vous n'allez pas vous sentir seul. Ça, c'est fondamental pour garder sa motivation dans la longue durée. Alors, donc je ne sais pas, hein, si là-dessus il y a des commentaires, hein, sur le fait de ne pas rester seul, hein, Sylvie, Loïc ou Laurent, mais j'encourage en tout cas les participants qui sont autour de la table. Une des toutes premières actions à mener au sein de votre entreprise, et vous le verrez dans le questionnaire d'ailleurs, c'est ce qu'on suggère, c'est d'identifier des personnes au sein de votre entreprise avec qui vous pourriez discuter de quoi faire. Ça m'amène à un commentaire, Michel, c'est que pour des dirigeants, alors il y a des dirigeants qui sont pas forcément embarqués sur ces sujets-là, mais il y en a qui le sont. Et pour eux, c'est aussi important d'avoir dans leurs équipes des gens qui ont envie d'agir là-dessus et qui sont déjà engagés. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans le groupe, dans notre camp de base CEC, hein, un des acteurs industriels qui est dans la pharmaceutique, qui témoignaient en disant que eux, ils avaient besoin de s'appuyer, ils allaient chercher les personnes dans leur entreprise qui étaient, bah voilà, qui savaient être sensibles à ces sujets-là pour s'appuyer sur eux et créer une dynamique. Ouais, je te rejoins complètement, Loïc. C'est hyper rassurant enfin, parce que les idées, bah voilà, c'est bien quand ça vient des équipes, mais des fois c'est nous qui les avons. Euh, et puis quand vous avez une idée et que vous dites, ouais, mais si personne me suit, j'ai un peu l'air d'un con, là. Bah, de pouvoir sonder par des cercles, par ces antennes, de savoir qu'on a des collaborateurs qui effectivement ont envie de faire des choses, mais osent pas. Enfin, c'est extrêmement rassurant. Et puis surtout, ça donne de l'énergie. Enfin, chez nous, les projets, on les mène qu'avec les gens volontaires. Alors, à chaque fois qu'on lance un projet, on se dit, est-ce qu'on aura des volontaires? Et puis quand vous voyez la liste qui s'allonge, vous dites, bah génial, s'ils sont 10, bah, c'est parti, quoi. Il y a quelque chose qui va émerger. On ne sait pas trop à quoi ça va aboutir, mais on sait qu'en tout cas, un travail va s'enclencher. Et puis peut-être
une idée que je pourrais partager, c'est pour ceux qui ont des envies, en fait, par les juges-en, à la pause café, tiens, bah, j'ai vu tel truc, vous en pensez quoi? Et puis il y a toujours quelqu'un qui a l'oreille qui traîne qui dit, bah moi, ça m'intéresserait. Et puis après, par le bouche à oreille, ça commence à se constituer. Euh, et, et puis, bah, une fois qu'on a un petit collectif de 5, 6, 7 personnes, bah, déjà, on peut enclencher des choses. On peut déjà passer à l'action. Alors, c'est clair que tout commence par la parole, hein. Clairement, commencer à exprimer ce que l'on ressent sans jugement, sans dire il faut que, etc. C'est ça qui permet de créer ce petit collectif avec qui vous allez pouvoir discuter de voilà qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut proposer. C'est systématiquement ce que l'on constate et dans l'ouvrage qui va sortir en septembre, on insiste un peu sur cette posture qui permet d'initier la parole et le dialogue. Donc, faut oser en tout cas dialoguer, faut oser se lancer. Sylvie, Oui, je vais dire oui, ça commence par la parole et trouver effectivement des collègues, je voulais dire par exemple à Cluny, avec une collègue qui est coach et consultante aussi, hein, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne rassemblerait pas des industriels sur le bassin versant de la Garonne? Donc Cluny, c'est tout petit, hein. Et puis au début, ça a commencé comme ça. On a embarqué ensuite le directeur de l'ENSAM et puis ensuite on a embarqué des alumni de la CEC. Puis finalement, le 12 juin, on avait 40 personnes dans un atelier, que des industriels et des planètes championnes qui voulaient coopérer et des communautés de communes qui avaient hâte de parler aux industriels. Donc ça commence par une toute petite idée, puis en allant chercher quelqu'un et en reparlant à quelqu'un d'autre, ben, finalement, ça devient quelque chose, quoi. Voilà. Je trouve que c'est intéressant de voir, de commencer comme ça. Le vivant, ça commence par un petit germe, puis ensuite la plante, elle pousse, etc. Puis un jour, ça devient un grand chêne. Je pense que de ces étapes de transformation, elles prennent un peu ce, ce processus-là aussi. tout à On fait. en, on en a une parfaite illustration avec la tribune qui a émergé pendant la CEC Industrie, hein. Voilà, ouais. Ça part de quelques personnes et puis il y a une tribune qui émerge pour une renaissance industrielle et puis on était à, je crois, 180 signataires. Donc c'est clairement D'ailleurs, le possible. lien, on peut le remettre. Je pense que Florian l'a mis ou va le mettre. Voilà. Et il y avait une question pour toi, Laurent, je crois, sur la CSRD, la CSRD. Est-ce que tu es soumis ou ça, est-ce que ça change quelque chose pour une entreprise? Nous, on n'est pas soumis à la CSRD, mais de toute façon, on travaille déjà depuis quelques années à identifier les bons outils de mesure. Voilà, c'est pas forcément des outils de pilotage pour nous, mais comment on va être capable. Aujourd'hui, on n'a pas des réponses sur des sujets, hein, voilà, comment on voit si la biodiversité s'améliore chez nous ou pas. Alors peut-être que l'indicateur, ça va être des photos prises de notre champ et puis en voyant ce qui évolue. Je sais pas quel. Donc voilà, on n'était pas soumis à ça, mais en tout cas, on sent qu'il y a une nécessité pour être sûr d'être dans la bonne direction quand même, de venir mesurer l'impact de l'ensemble de nos actions. Merci. Alors, je voudrais répondre à une question enfin, qui m'était posée là au début. C'est est-ce qu'il y a des entreprises du CAC 40? Alors, je connais pas exactement la liste des entreprises du CAC 40, mais voilà, qui adhèrent à ce que l'on fait, qui opèrent. Alors, je vous ai donné l'exemple d'Orange. Il y a aussi EDF qui avec qui on coopère et avec qui on a monté des webinaires. Je vais aussi vous donner l'exemple de Alstom. On a fait témoigner récemment, et ça sera dans notre ouvrage d'ailleurs, on a fait témoigner récemment une personne d'Alstom, un directeur, qui a monté un collectif qu'il a appelé Planète A. Alors à la fois Planète A comme Alstom, mais aussi Planète A pour dire il y a pas de planète B. Et donc vous voyez l'exemple pour un grand groupe hein, de ce type, hein, du monde de l'industrie, qui a voilà, initier une action au début, voilà, petite échelle, et puis voilà, on a été en relation assez tôt pour l'encourager, lui donner des pistes d'action, et qui a vraiment aujourd'hui, je sais plus combien ils sont, 100, 150, qui est reconnu par la direction les consulte officiellement, ils lancent des actions, donc en fait c'est possible, y compris dans les grands groupes, de monter des actions. Et là aussi, hein, assez vite, ça a été, bien sûr, la direction a été informée, la RSE, etc. Et ils ont trouvé que c'était extrêmement pertinent et ils les ont encouragés pour avoir justement un interlocuteur, voilà, avec
qui peut donner un regard du point de vue des salariés. Voilà, qu'est-ce que peut faire l'entreprise pour accélérer sa transformation? Alors, je vois qu'on approche bientôt de la fin, donc ce que je vous propose, pour ceux qui ne l'ont pas fait, évidemment, n'hésitez pas à renseigner le questionnaire. Je voudrais laisser maintenant chacun des trois intervenants nous donner un petit peu un mot de conclusion. Sylvie, peut-être un mot de conclusion un peu général par rapport à ton expérience de la CEC. Et puis, en ce qui concerne Laurent et Loïc, ce que j'aimerais peut-être vous entendre sur finalement quels conseils pratiques, alors il peut y en avoir un ou deux, hein, vous donneriez aux participants ce soir, qui pour un grand nombre sont sensibilisés aux enjeux que l'on a évoqués, mais pour qui c'est pas évident de se lancer. Donc vous êtes lancé, hein, chacun avec votre responsabilité qui est différente au sein de votre entreprise, mais voilà, quels conseils pratiques voilà, pour qu'ils repartent avec voilà, une idée clé sur voilà, qu'est-ce qu'ils pourraient faire demain, pas pour faire exactement ce que vous avez fait, mais pour quand même s'inspirer de ce que vous avez fait. Donc peut-être Sylvie, puis Laurent, puis Loïc. Hmm. Peut-être moi ce que je pourrais dire en mot de conclusion, comme j'ai dit, j'ai été consultante RSE d'aider pendant 15 ans. J'ai vu comment il est difficile de faire avancer les choses et je sais combien maintenant c'est absolument nécessaire que les dirigeants, le dirigeant ou la dirigeante soient personnellement impliqués, personnellement engagés dans une transformation comme celle-là. Autrement, c'est juste du vernis. Que c'est possible de le faire. Je pense que les témoignages l'ont dit aujourd'hui et tous les alumni que j'ai vus montrent que c'est possible. Euh, il y a ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'être avec d'autres euh, qui donnent aussi ce momentum, que ce soit en interne ou dans un écosystème de coopération. Soit, comme on dit, il y a trois niveaux de coopération. Il y a une coopération verticale, amont-aval, avec les fournisseurs, prestataires et sous-traitants. Une coopération horizontale dans notre même secteur, ou bien une coopération territoriale. Donc, il y a au moins trois niveaux, trois axes sur lesquels trouver des partenaires de jeu pour créer des projets et faire du business autrement, de façon plus régénérative. Voilà, merci. Merci beaucoup Sylvie. Laurent, le mot de la fin et tes conseils pour ceux qui voudront s'engager demain. Alors, moi, ce en quoi je crois depuis de nombreuses années, c'est qu'il n'y a pas de transformation collective sans passer par une transformation individuelle. Et clairement, la CEC, pour moi, ça a été ça. C'est un facteur de transformation personnelle et qui fait que ça passe de la tête et des belles idées aux émotions et au corporel et qui font que on n'a plus besoin de réfléchir aux enjeux. C'est totalement intégré et ça devient partie prenante de tout. Donc moi, c'est une invitation à voilà, suivre ces parcours. Alors, pour des dirigeants, faire la CEC. Et pour moi, tous les dirigeants doivent faire la CEC, quel que soit leur niveau de maturité. C'est pas parce qu'on est hyper mature en RSE qu'il va rien se passer par la CEC. Je parle en connaissance de cause. Euh, et puis pour les collaborateurs, bah, ça peut être voilà, par des actions type Zoïc. Et je rejoins ce que tu as dit, Sylvie. Euh, Embarquez vos dirigeants. Allez les challenger. De toute façon, pour la pérennité des entreprises, ils n'auront pas le choix. Ils l'ont peut-être pas tous compris encore, mais ils n'auront pas le choix. Donc à un moment, ça va s'ouvrir et il y a des espaces pour ça. Et pour moi, clairement, la CEC est un de ces espaces. Merci beaucoup pour ton mot voilà, très dynamisant. Laurent, Loïc, Peut-être je souscris complètement à ce qui a été dit par Laurent à l'instant, j'ajouterais peut-être que en ce qui me concerne, le retour d'expérience sur le fait que la ruche soit allée à la CEC, finalement c'était plutôt simple et on peut parfois penser que il y a des choses qui vont être compliquées, qui vont être voilà, plus difficile ou qu'on va pas voir les résultats. Effectivement, dans certains cas, c'est pas simple. Il faut garder la barre, tenir le cap. Mais parfois, c'est finalement une fois qu'on l'a fait, on se dit ah bah c'était plus simple que ce que je pensais ou en tout cas là, ça l'a été. Donc je pense qu'il faut pas négliger et sous-estimer l'impact qu'on peut avoir via des petites actions. On sème des graines et
ça va contribuer à faire germer un ensemble peut-être dans quelques temps, mais en tout cas, ça compte. Merci beaucoup, Loïc. Donc, en conclusion, ce que je voudrais dire avant de remercier tout le monde, hein, c'est que vous l'aurez compris, nous avons donné ce soir un exemple, finalement, c'est l'engagement dans un parcours CEC, mais c'est évidemment très souhaitable hein, qu'un très grand nombre d'entreprises hein, s'engagent dans ce type de parcours. En même temps, c'est un exemple parmi d'autres des nombreuses actions qu'il est possible d'engager au sein de son entreprise pour contribuer à sa transformation, pour accélérer sa transformation. Et ce que nous souhaitons vraiment, c'est que vous soyez tous convaincus et c'est le titre de notre livre. Hein. Je ne veux pas parler que du livre ce soir, mais enfin voilà, le titre est intéressant. C'est agir pour le climat au sein de son entreprise, c'est possible. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est que c'est possible, même si ça paraît pas évident, même si ça demande un certain courage, et on le sait tous, hein, c'est possible pour vous, quel que soit votre niveau de responsabilité, de vous engager au-delà de ce que vous faites aujourd'hui, au-delà de ce qu'on attend de vous aujourd'hui, de ce qui est dans votre fiche de poste, pour challenger la direction. Il y a la façon de le faire, hein, voilà, Loïc a expliqué comment il s'y est pris, Laurent aussi, hein, qui a challengé son président. Et en fait, ça marche, ça donne des résultats. Et en plus, vous l'avez vu avec Laurent et Loïc, c'est sympa, c'est enrichissant, ça va vous rendre plus heureux en fait au sein de votre entreprise et puis dans la vie en général. C'est ce que disent toutes les personnes qui témoignent. Hein, voilà, ça va vous donner des ailes et c'est vraiment très important. Donc il y a eu aussi un certain nombre de conseils pratiques. Hein, et le plus important étant notamment de rechercher rapidement à monter un collectif, hein, puisque seul évidemment on ne peut rien faire, et y compris pour garder la motivation dans la durée. Avant, donc voilà un petit peu les enseignements les plus importants. Je vais donner tout de suite la parole à Sylvie, bien sûr. Avant un mot final de remerciement, je voulais juste vous redire hein, que pour ne pas rester seul, au-delà des webinaires que nous organisons de ce type-là, hein, que l'on appelle les webinaires inspirés, parce que Laurent et Loïc vous ont, je l'espère, inspiré à passer à l'action, il y a aussi les webinaires que l'on appelle concrétiser l'action dans la durée, où vous pouvez tous les mois vous retrouver entre personnes qui ont commencé à s'engager et qui rencontrent évidemment énormément de difficultés, puisque dès que vous agissez, vous êtes confronté à des difficultés, c'est la beauté de la chose, mais comment vous pouvez les surmonter, comment vous pouvez garder la motivation dans la durée. Donc n'hésitez pas, vous avez le calendrier sur notre site, à participer à ces webinaires qui sont gratuits, bien évidemment, comme celui de ce soir. Sylvie, tu voulais apporter un complément? Oui, excuse-moi, c'était juste pour dire, tu parlais tout à l'heure, ça apporte de la joie, etc. On n'a pas parlé du sens, mais en fait, pour les dirigeants, si quelqu'un vient les chercher, comme par exemple ce dirigeant d'une entreprise de construction, ben, ça avait beaucoup de sens pour lui que sa manager RSE vienne le chercher, en fait. Donc, des fois, on va pas juste avoir à se batailler pour convaincre, mais au contraire, ça va être un soulagement de voir, pour un dirigeant, de voir quelqu'un, un de ses managers qui dit, moi, j'y crois, si tu y crois, j'y crois, on y va. Parce que, mine de rien, un dirigeant a aussi un besoin de sens et il vit avec une dissonance cognitive qui devient de plus en plus insupportable entre l'état du monde et sa responsabilité. Et je voulais donner la citation de Ray Anderson, qui était le PDG de Interface, l'entreprise de moquette. Et il disait, si c'est pas moi qui va faire quelque chose, et si c'est pas maintenant, quand est-ce que je vais faire quelque chose? If not me, who? If not now, when? Et donc, il faut aussi imaginer qu'en allant voir le dirigeant, on n'est pas en train de lui demander une faveur, on est en train de le soutenir, à l'aider à to bridge the gap, à l'aider à résoudre cette dissonance cognitive qu'il avait tous les matins en se lavant les dents, quoi. Donc, voilà, comme ça rend les choses un peu plus humaines. Très bien. Pierre-Philippe, une intervention rapide et ensuite nous allons clôturer. Non, non, j'applaudissais juste. Ah pardon, Pas pardon. plus Ah, d'intervention. voilà. Je Ah, bah, suis complètement en c'est... phase. Merci. Merci. Alors, voilà, je crois qu'on est tous en phase avec toi, Pierre-Philippe. Merci beaucoup, Sylvie, pour ce dernier commentaire inspirant et poétique, hein, et qui montre encore une fois que même s'ils ne le disent pas explicitement, c'est vraiment quelque chose de très important à retenir. C'est pas la méthode Coué, hein, c'est vraiment la réalité que l'on a constatée depuis des années que nous faisons ça. C'est que les dirigeants, même s'ils ne l'expriment pas, en fait, ils n'attendent que ça. Donc, ça ne sera pas mal vu. Lancez-vous, vraiment.
C'est vraiment ça le message. Il faut oser, c'est possible. Voilà. Donc, on espère que ce webinaire avec ces témoignages vous auront vraiment montré que c'était possible. Et pour finir, je dis un immense merci à tous les participantes et participants, y compris de Angers, je crois, 154. Le chiffre est bon, je suis pas complètement sûr de Angers, mais c'est les meilleurs, hein, c'est les meilleurs Angers. Euh, un très grand merci à la SOS, à tous les intervenants, aux trois intervenants, hein, Loïc, Laurent et Sylvie. Un très grand merci à Simon et Tamara pour avoir aidé à la préparation. Et nous vous attendons nombreux pour nos prochains webinaires Alumni for the Planet, dont certains seront organisés au moins une fois par an avec la SOS. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt et on compte sur vous.